Le carillon de l'église du village qui résonne au petit matin, annonçant un jour de fête où chacun prend le temps de saluer ses voisins. Ce simple son, familier et réconfortant, résume déjà l'ambiance chaleureuse des vacances de Pâques dans les années 1970. Une époque où les célébrations pascales n'étaient pas seulement un congé, mais une véritable parenthèse de vie authentique dont les souvenirs résonnent encore avec force dans les mémoires. Dans une France en pleine mutation économique, le quotidien conservait encore une dimension très locale. On connaissait les commerçants du quartier, les habitants de l'immeuble, et la vie s'organisait autour de ces liens de proximité. Les quartiers vivaient au rythme des relations humaines, les commerçants appelaient leurs clients par leur nom, demandaient des nouvelles de la famille et l'on prenait le temps d'échanger quelques mots sur la vie du quartier. Les années 1970 avaient ce parfum particulier d'une France encore traditionnelle mais déjà moderne. Les 30 Glorieuses avaient apporté un confort nouveau mais sans effacer l'essence des relations humaines directes. Cette période formait un équilibre parfait entre progrès économique et préservation du tissu social, un équilibre que beaucoup considèrent aujourd'hui comme perdu. À l'approche de Pâques, les familles se réunissaient pour préparer les festivités. Les conversations tournaient souvent autour du menu du repas dominical et de la décoration de la maison, dans une ambiance d'authenticité où chacun s'impliquait. Ces préparatifs commençaient parfois une semaine à l'avance. Les enfants et les parents décoraient ensemble la maison avec des branches de buis, symbole de prospérité, et confectionnaient des paniers destinés à recevoir les œufs que les cloches allaient apporter. Dans les cuisines, l'effervescence régnait. Les mères et grands-mères préparaient les pâtes à gâteau selon des recettes jalousement gardées, transmises oralement de génération en génération. L'odeur du chocolat fondu se mêlait à celle du gigot qui mijotait lentement. Ces préparatifs étaient l'occasion de transmettre des savoir-faire culinaires, des techniques de pâtisserie, des astuces qui ne figuraient dans aucun livre de cuisine, mais qui faisaient toute la différence dans le goût final des préparations. Les activités étaient modestes mais chaleureuses. Balades dans les campagnes alentours, chasse aux œufs dans le jardin et moments partagés autour de jeux de société. L'absence d'internet et de divertissement numérique incitait davantage à la convivialité réelle. Le dimanche de Pâques, après le repas familial, on sortait souvent faire une promenade digestive. Ces balades prenaient parfois des allures d'exploration pour les enfants qui découvraient la nature printanière. Les premières fleurs, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles sous les pieds. Les jeux de société comme le Monopoly, la Bonne Paye ou le Mille Bornes réunissaient toute la famille autour de la table du salon. On jouait pendant des heures, entre rires et stratégies, sans regarder l'heure. Ces moments simples créaient des souvenirs indélébiles et renforçaient les liens familiaux d'une manière que les écrans individuels d'aujourd'hui ne permettent plus avec la même intensité. Pour nombre de familles, la messe de Pâques était un événement incontournable. Bien que tout le monde ne pratiquât pas forcément, la dimension religieuse participait à l'atmosphère générale de recueillement et de joie partagée. Le dimanche matin, habillés de leurs plus beaux vêtements, petits et grands se rendaient à l'église. L'atmosphère y était particulière, les bancs en bois ciré, l'odeur de l'encens, les vitraux colorés qui filtraient une lumière douce, les chants liturgiques qui résonnaient sous les voûtes centenaires. Même dans les familles moins pratiquantes, certains rituels demeuraient, l'explication aux enfants de la signification des œufs de Pâques comme symbole de renaissance, le respect du vendredi saint avec son repas sans viande, ou simplement le silence observé entre midi et 3 heures. Ces pratiques, qu'elles soient suivies par conviction religieuse ou par respect des traditions, donnaient du sens à ces journées et les inscrivaient dans une continuité historique et culturelle rassurante. Sur les étals des marchés et dans les petites épiceries de quartier, on trouvait des produits régionaux sans artifice. Les œufs en chocolat n'étaient pas envahis d'additifs ou d'emballages extravagants, et cela ajoutait à leur saveur unique. Les marchés de Pâques étaient un festival de couleurs et de saveurs printanières. Les premières fraises françaises faisaient leur apparition, les asperges fraîches s'empilaient sur les étals et les fromages de chèvre nouveaux offraient leur onctuosité caractéristique. Chaque région avait ses spécialités pascales, l'agneau pascal en Provence, la poularde en Bresse, le pâté de Pâques en Poitou. Ces produits n'avaient pas voyagé des milliers de kilomètres et n'avaient pas été conservés pendant des semaines. Ils arrivaient directement des fermes environnantes, portant encore le goût de leur terroir. Cette proximité avec les producteurs garantissait une fraîcheur et une saveur que les produits standardisés d'aujourd'hui peinent à reproduire. Les vacances de Pâques offraient l'occasion de retrouver la famille élargie, souvent à la campagne. Les repas duraient des heures, ponctués de discussions animées et de récits de souvenirs, scellant les liens intergénérationnels. Ces retrouvailles étaient souvent l'occasion de revoir des cousins, des oncles et des tantes que l'on ne croisait qu'aux grandes occasions. On arrivait le samedi, parfois dès le vendredi, et l'on repartait le lundi, créant ainsi un véritable week-end prolongé entièrement dédié à la famille. La grande table de la salle à manger s'allongeait de rallonge pour accueillir parfois 3 générations.
On sortait la belle vaisselle, celle qui ne servait que pour les occasions spéciales. Les discussions allèrent bon train, passant des actualités aux nouvelles de la famille, des projets de vacances aux souvenirs d'enfance. Les enfants écoutaient, fascinés, les récits de leurs parents lorsqu'ils étaient jeunes, découvrant une facette inconnue des adultes qui les entouraient. Les enfants profitaient de la douceur printanière pour jouer dehors sans contrainte. Les jardins de lotissement, les cours d'immeubles ou les places de village se transformaient en terrain d'aventure, loin des écrans et du stress contemporain. On jouait aux billes, à la marelle, on faisait des courses de vélo, on construisait des cabanes avec 3 branches et un bout de ficelle. L'imagination était la seule limite à ces jeux improvisés qui pouvaient y durer des heures. Les parents ne s'inquiétaient pas constamment. Rentre avant la nuit était souvent la seule consigne donnée aux enfants qui partaient explorer le quartier ou le village. Cette liberté permettait aux plus jeunes de développer leur autonomie, leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. Les genoux écorchés et les vêtements tachés d'herbe étaient les témoins de ces après-midi d'aventure et de découverte. Le chant des oiseaux, le bruit d'un train au loin ou encore les rires d'enfants suffisaient à créer une véritable ambiance de vacances. Les sons étaient moins saturés par les publicités ou les appareils électroniques. Dans les villages, le silence n'était interrompu que par le clocher de l'église qui sonnait les heures ou par le passage occasionnel d'une voiture. En ville, les bruits restaient à échelle humaine. Les conversations, les vélos qui passaient, le marchand de glace qui annonçait sa présence. Beaucoup de familles se déplaçaient en voiture pour rejoindre leurs proches ou partaient en train, parfois en wagon-lit, pour traverser la France. Les trajets, certes plus longs et moins confortables, laissaient des souvenirs impérissables, renforçant le sentiment d'aventure. Les voitures familiales de l'époque, les 504 Peugeot, les Renault 16, les Citroën DS, n'avaient pas de climatisation ni d'écran pour distraire les enfants. Mais ces derniers s'amusaient à compter les voitures immatriculées dans d'autres départements, à jouer au ni oui ni non, ou simplement à observer le paysage qui défilait. Les voyages en train étaient là particulièrement mémorables. On s'installait dans les compartiments à 6 places, face à face avec d'autres voyageurs qui devenaient parfois des compagnons de route, avec qui l'on partageait histoires et provisions. Les contrôleurs en uniforme poinçonnèrent les billets en carton, les arrêts dans les petites gares rythmaient le trajet et l'on attendait avec impatience le passage du chariot avec ses sandwichs triangulaires et ses boissons. Ces voyages étaient une partie intégrante des vacances, un prélude qui mettait déjà dans l'ambiance festive. Les dépenses étaient plus modestes, on se contentait souvent d'activités gratuites ou peu coûteuses, comme les promenades, les pique-niques et les retrouvailles familiales. Cela renforçait l'idée qu'il n'était pas nécessaire de dépenser beaucoup pour être heureux. Les cadeaux de Pâques étaient simples, quelques œufs en chocolat, un petit jouet caché dans le jardin, parfois un livre ou un vêtement neuf pour l'occasion. La valeur émotionnelle de ces présents dépassait largement leur coût matériel. Les sorties, quand il y en avait, restaient abordables. Une séance de cinéma dans la salle du village ou de la petite ville voisine, une visite dans un parc régional ou une après-midi à la piscine municipale qui venait de rouvrir après l'hiver. Cette simplicité financière permettait à toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, de profiter pleinement de ces moments festifs sans le stress des dépenses excessives qui caractérisent parfois les célébrations contemporaines. Avec seulement quelques chaînes de télévision et une information plus focalisée sur le national et le local, on vivait moins dans l'urgence. Les nouvelles arrivaient à un rythme plus lent permettant de savourer pleinement ces instants de répit. Les programmes télévisés de Pâques étaient des rendez-vous que l'on ne manquait pas, films familiaux diffusés spécialement pour l'occasion, émissions spéciales comme La piste aux étoiles ou les grands concerts de musique classique. Ces moments de divertissement étaient partagés collectivement, devenant des références communes que l'on commentait ensuite avec les voisins ou les collègues. L'information circulait principalement par la radio, le journal local ou national et les discussions entre voisins. Cette relative lenteur permettait de prendre du recul, de digérer les nouvelles, de les mettre en perspective. Loin du flux ininterrompu d'informations et de stimulation d'aujourd'hui, l'esprit pouvait véritablement se reposer et apprécier le moment présent, sans être constamment tiré vers d'autres préoccupations. Les villages et quartiers organisaient parfois des petites fêtes ou des rencontres à l'occasion de Pâques, avec des loteries, des kermesses ou des après-midi dansantes. Tout le monde contribuait à l'organisation et la solidarité était palpable. Les comités des fêtes, composés de bénévoles du village ou du quartier, préparaient ces événements des semaines à l'avance. Chacun mettait la main à la pâte, les boulangers offraient des gâteaux, les agriculteurs prêtaient leurs granges pour abriter la fête en cas de pluie, les musiciens locaux assuraient l'animation. Ces célébrations collectives renforcèrent le sentiment d'appartenance à une communauté.
On y croisait les voisins, les commerçants, l'instituteur, le facteur, tous ces visages familiers qui constituaient le tissu social local. Les enfants participaient aux jeux organisés, les adolescents profitaient de l'occasion pour flirter discrètement, les adultes discutaient autour d'un verre et les anciens transmettaient leurs souvenirs des Pâques d'antan, créant ainsi une continuité entre les générations. Dans les années 1970, le voisinage était une seconde famille. On s'entraidait pour la garde des enfants, on empruntait facilement du sucre ou un œuf à la voisine en pleine préparation de la pâte à gâteau, créant un climat de confiance et d'honnêteté. Les portes restaient souvent déverrouillées ou alors la clé était sous le pot de fleurs, une pratique impensable aujourd'hui. Cette proximité créait un filet de sécurité sociale naturelle. Si un enfant se blessait en jouant, il trouvait toujours un adulte bienveillant pour le soigner avant de le ramener chez ses parents. Les voisins étaient souvent invités à partager un café, un apéritif, voire à se joindre au repas pascal si leur famille était loin. On échangeait des plats, des spécialités régionales, des recettes. Cette solidarité de proximité créait une atmosphère de confiance et de sécurité qui permettait à chacun de se sentir intégré dans un réseau d'entraide et d'amitié, participant grandement au sentiment de bien-être général qui caractérisait ces périodes de fête. Les vêtements de fête étaient simples, mais soignés. Les enfants portaient leur tenue du dimanche, souvent cousus ou retouchés à la main par les mères ou les grands-mères, témoignant d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Pour beaucoup, Pâques était l'occasion de porter pour la première fois les vêtements de printemps après l'hiver. Les filles arboraient des robes claires avec des collants blancs, les garçons portaient des chemises repassées avec soin, et parfois un nœud papillon pour les plus jeunes ou une cravate pour les adolescents. Ces codes vestimentaires marquaient l'importance de l'événement. Ce n'était pas une question de prix ou de marque, les vêtements n'affichaient pas ostensiblement leur coût, mais plutôt de soin, de propreté, d'attention portée à son apparence pour honorer la fête et les personnes avec qui on la partageait. Cette élégance simple éduquait aussi les enfants au respect des traditions et à l'art de se présenter en société. Le gigot d'agneau figurait souvent au menu, accompagné de légumes de saison et suivi d'un dessert familial. Les recettes se transmettaient oralement, ponctuées d'astuces parfois propres à chaque foyer. La préparation du repas était un rituel en soi. Dès le samedi, on commençait à préparer certains plats. Le dimanche matin, alors que certains se rendaient à la messe, d'autres finalisaient les préparatifs culinaires. Chaque membre de la famille avait son rôle, des enfants qui mettaient le couvert aux grands-parents qui supervisaient la cuisson des plats traditionnels. Le repas lui-même pouvait s'étendre sur plusieurs heures. On commençait souvent par des entrées fraîches et printanières, asperges, radis du jardin, œufs mimosa. Puis venait le plat principal, ce fameux gigot d'agneau accompagné de flageolets ou de petits pois. Les fromages locaux précédaient le dessert, souvent une tarte aux fruits ou un nid de Pâques garni de petits œufs en chocolat. Chaque bouchée évoquait le printemps, le renouveau, la fraîcheur de la saison. Lors de ces réunions, on prenait le temps de discuter en profondeur. Les nouvelles du pays, les anecdotes personnelles et l'humour ponctuaient les repas, renforçant l'atmosphère chaleureuse et sincère de ces journées. Les conversations n'étaient pas constamment interrompues par des sonneries ou des notifications. On s'écoutait vraiment, on rebondissait sur les propos des autres, on développait des idées, on partageait des points de vue. Les enfants participaient à ces discussions, apprenant ainsi l'art de la conversation et l'importance d'écouter les autres. On leur demandait de raconter leurs aventures à l'école, leurs projets, leurs rêves. Les adolescents, malgré leurs réserves naturelles à cet âge, trouvaient également leur place dans ces échanges familiaux. Ces conversations constituaient un véritable lien social, un moyen de transmettre des valeurs, des opinions, des expériences entre les différentes générations présentes autour de la table. À l'issue du week-end de Pascal, chacun retrouvait un rythme de vie calme, parfois moins épuisant qu'aujourd'hui. Les enfants retournaient à l'école avec le souvenir d'un moment simple et joyeux, et les adultes reprenèrent leur travail en ayant fait le plein de convivialité. Le lundi de Pâques, qui était souvent férié, permettait une transition douce. On rangeait tranquillement la maison, on finissait les restes du grand repas, on prolongeait les discussions entamées la veille. Le retour à la routine se faisait sans ce sentiment de brusquerie qui caractérise parfois la fin des vacances modernes. On emportait avec soi les souvenirs de ces moments partagés, les recettes échangées, les nouvelles apprises. Ces quelques jours de fête nourrissaient l'esprit et le cœur pour les semaines à venir, créant une réserve de bien-être dans laquelle on pouvait puiser quand le quotidien devenait trop pesant. Les grands-parents transmettaient aux plus jeunes les croyances et coutumes autour de Pâques. Ce legs culturel renforçait le sentiment d'appartenance à une tradition familiale, source de stabilité et de repères. Les histoires racontées pendant ces jours de fête, qu'elles soient religieuses, familiales ou simplement traditionnelles, créaient un pont entre le passé et le présent. Les grands-parents évoquaient tous leurs propres souvenirs d'enfance, expliquaient comment on célébrait Pâques dans leur temps, partageaient des anecdotes qui faisaient rire ou réfléchir. Cette transmission ne se limitait pas aux paroles.
Elle passait aussi par les gestes, comment façonner correctement un nid de Pâques, comment reconnaître le meilleur agneau chez le boucher, comment décorer la table selon les traditions familiales. Ces savoir-faire, appris par observation et par imitation, s'inscrivaient profondément dans la mémoire des plus jeunes, prêts à être réactivés lorsqu'à leur tour ils devenaient parents ou grands-parents. En repensant à ces vacances de Pâques des années 1970, on réalise à quel point la simplicité et l'authenticité créaient un bonheur naturel. Les souvenirs semblent plus vrais, plus tangibles, et l'on mesure combien ces valeurs peuvent encore aujourd'hui inspirer nos modes de vie modernes. Si ces vacances pascales d'antan nous semblent si précieuses aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elles incarnaient des valeurs essentielles que notre époque trépidante tend parfois à oublier. La présence réelle aux autres, le temps accordé aux relations, la simplicité des plaisirs, le respect des traditions sans rigidité, le partage authentique.